Bonsoir, donc il est 18h19. Donc nous allons doucement commencer, on va dire, la réunion, la visioconférence avec Elisa Périgueur. Donc on va attendre un petit peu que les gens arrivent parce que bon, c'est vrai que le couvre-feu est à 18h, mais bon, tout le monde il y a des gens qui rentrent encore chez eux. Hein, donc, voilà. Donc, en tout cas, on est très content et très honoré de recevoir Elisa Périgueur, qui est donc journaliste autour de son article sur la frontière grecque à l'épicentre des tensions, qui a été publié dans le Monde diplomatique de janvier 2021. On va faire une petite présentation. Donc, ce qu'on va essayer, c'est d'agrémenter la présentation en 3 points, puisque le reportage s'est déroulé sur 3 lieux différents. Et puis, on va faire des petites pauses où on pourra recueillir les informations, les questions qui vont être à écrire sur la page de discussion que vous pouvez écrire sur votre droite en bas. Vous pouvez poser des questions. Donc, et puis nous, donc, lors de la pause, nous les reprendrons et nous les reposerons à Elisa. Après, on ne pourra pas forcément, peut-être pas toutes les prendre, mais en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser via ce principe. Alors, inaudible. On entend mal? Ah bon? On entend bien? Donc, OK, parce qu'il y a une personne qui dit inaudible. Donc, non, en fait, je pense que c'est peut-être votre micro. Voilà. Donc, il est 18h22. Donc, on va commencer par faire un petit partage, puis on va nous présenter un peu pourquoi l'article nous a paru très intéressant. Et puis, je donnerai tout de suite la parole à Elisa. Et donc, je vais faire un petit PowerPoint. Donc, ça sera… voilà. Partager. Voilà. Voilà, tout le monde voit. Voilà. Donc, je vais présenter très rapidement Elisa, donc, qui est journaliste correspondante basée à Athènes depuis 2012, avec des allers-retours entre Paris et Athènes. Donc, elle a peint les illustrations accompagnant son reportage que vous pouvez retrouver sur le site du Diplo ou dans le journal, mais aussi que l'on va mettre ici dans la présentation. Donc, elle nous a aussi fait la gentillesse de nous donner des photos qu'on vous mettra au fur et à mesure. On essaiera de les placer pour que, effectivement, vous puissiez voir ce voyage. Voilà. Alors, pour les AMD, juste pour dire, normalement, on fait toujours une petite introduction pour les AMD. Il y avait 3 points, on va dire, d'une façon un peu générale, pour lancer un peu ce débat citoyen, donc qui nous faisait un petit peu réfléchir par rapport au lancement de ce débat. Donc, le premier point, par rapport à la Grèce, la question de servir de bouclier face au tumulte du Proche-Orient ou servir un plateau de médias à des touristes, c'est une première question. La deuxième question, c'est est-ce que le Soleil avait rendez-vous avec la Lune? Je vous expliquerai un peu après. Et après, il y a effectivement dans cette histoire, il semble qu'il y a un super vilain sur mesure, mais y a-t-il un super-héros? Donc, c'était juste pour faire référence à quelques articles. Donc, le premier point, servir de bouclier, c'était de rappeler l'article qu'avait écrit Noël Burgi, Les Grecs sous le scalpel, en rappelant le choc d'austérité qu'a subi le pays.
Et elle dit effectivement qu'aucun pays ne résisterait à un tel choc, la Grèce moins que d'autres. Elle n'était pas préparée à affronter les conséquences sociales et sanitaires de l'austérité que lui impose avec une cruauté scientifique d'élite transnationale. La deuxième question, c'est un petit peu, alors moi j'ai appelé ça comme ça, le soleil avait rendez-vous avec la Lune. C'est un peu la brève histoire des relations turco-européennes. Donc, il y a un article de Didier Billon de 2000. Et bon, c'est un petit peu marrant parce qu'on retrouve effectivement, quand il dit, c'est le Conseil européen de Helsinki en décembre 99 qui, reconnaissant sans ambiguïté le statut de candidat à la Turquie, a mis qu'à terme celle-ci à sa place dans l'Union européenne. Et donc, les pourparlers ont débuté le 3 octobre 2005. Donc, on sait ce qu'il en est advenu. Et puis, il reste effectivement, depuis ce temps, il semble que Erdogan est en train de rassembler un certain nombre de noms, notamment celui un peu de vilain, on va dire. Et donc, pour rappel, il y a aussi un numéro que vous pouvez trouver dans les archives du monde diplomatique et des manières de voir sur la Turquie de 2013, et ça avec une petite carte, quand l'Empire ottoman dominait l'Europe. Voilà on va dire les trois questions. Maintenant, nous allons faire place à Elisa, qui va nous guider de Castellorizzo à la Thrace en passant par Lesbos autour de cette démarcation. Donc, s'il y a besoin, nous mettrons en partage ici cette carte où on voit effectivement les différentes îles. Donc, celle qui est la plus au sud, Castellorizzo ici. Je ne sais pas si on voit le petit Lesbos ici au milieu. C'est là où et puis tout en haut, réfugiés. Voilà. Donc maintenant, j'arrête la présentation et je laisse la place à Elisa. D'accord. Bonjour à tous déjà. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que ce n'est pas forcément évident de le faire par Zoom. Malheureusement, les conditions ne permettent pas de faire autrement. Donc, je suis très contente de pouvoir parler de cet article qui était, donc à la base, c'était une volonté avec le monde diplomatique de raconter l'histoire de cette frontière, prioritairement sur les témoignages d'habitants et de personnes qui ont toujours vécu sur ces trois endroits qui étaient quand même très symboliques. Alors, donc, d'abord, on a cette petite île de Castellorizzo qui est tout au sud des îles du Dodécanèse et très, très proche de la Turquie géographiquement, à moins de 2 kilomètres. Ensuite, il y avait l'île de Lesbos, donc un petit peu plus au nord, 500 kilomètres plus au nord, qui est très marquée par la problématique migratoire. Et on avait voulu finir avec la Thrace, en fait, parce que c'est un lieu très important c'est une région qui héberge la minorité musulmane de Grèce, qui a une histoire et une identité extrêmement complexe, surtout à l'heure actuelle, car elle a une proximité très importante avec la Turquie. Et donc, ces trois lieux étaient très importants aussi parce que ils ont une histoire qui date, comme toute la Grèce d'ailleurs, mais c'est très marqué encore par la chute de l'Empire ottoman. Et c'était très intéressant d'aller à la rencontre des habitants qui pouvaient nous raconter toute cette histoire à travers leur propre ressenti, évidemment, et leurs ancêtres. Et donc, le point important, c'est que malheureusement, on n'a pas pu passer de l'autre côté, parce que moi, j'aurais beaucoup aimé passer côté turc, mais la crise du Covid a fait que la frontière était vraiment totalement fermée à l'époque où j'ai voyagé, c'est-à-dire en septembre-octobre. Et c'était extrêmement frustrant de ne pas avoir le point de vue effectivement des riverains de l'autre côté parce qu'on aurait beaucoup aimé les entendre. Donc ça, ça fera peut-être l'objet d'un autre article plus tard, ce serait bien. Mais en tout cas, voilà, on a pris le parti de faire un reportage centré sur la Grèce et donc sa relation géographique, historique avec la Turquie sur fond de toutes les tensions actuelles. Et donc la première étape où j'ai voulu vous emmener, c'était donc Castellorizzo, qui est une toute petite île
qui est même une île-village en fait, parce qu'il y a un unique village de 500 habitants qui est vraiment face à la Turquie. Donc, ce qui est très impressionnant dans cette île, c'est on a le cocktail, à la fois on a une île paradisiaque qui est vraiment très très belle, avec des eaux cristallines, des tortues, qui est très touristique, donc qui accueille des touristes majoritairement de Turquie, mais aussi des Italiens par rapport à l'histoire, beaucoup de Grecs, des Britanniques. Et donc, c'est vrai qu'il y avait quelque chose de très intéressant en arrivant à Castellorizo, c'est qu'on ne se rendait absolument pas compte des tensions qui pouvaient avoir lieu à l'heure actuelle, parce on est dans un petit paradis. Alors, ce qui se passait, c'est que donc en 2020, au large de Castellorizo, Recep Tayyip Erdogan a envoyé à plusieurs reprises un navire de recherche sismique. Donc, c'était plutôt symbolique qu'autre chose parce que c'est vraiment un navire d'exploration qui est donc entré dans la zone économique revendiquée par la Grèce, que la Turquie conteste. Et ça a donné lieu à plusieurs épisodes de tension entre la Turquie et la Grèce. Et donc, la Grèce, soutenue par l'Union européenne dans cette affaire, a haussé le ton et était en alerte. Et cette petite île concentrait vraiment toutes les tensions parce que c'est elle qui est la plus proche et elle est extrêmement menacée, entre guillemets, parce que son plateau continental n'est pas reconnu par Ankara. Donc, on avait toute cette histoire liée aux hydrocarbures découvertes dans ces eaux, l'arrivée de ce navire de recherche sismique qui a fait monter les tensions. Et parallèlement, donc, paradoxalement, quand je suis arrivée sur cette petite île, les habitants tenaient vraiment à me dire que tout va bien, finalement, avec les voisins en face, on s'entend très bien, donc c'est-à-dire les Turcs qui habitent à moins de 2 kilomètres de la ville de Kaş. Du coup, il y avait une atmosphère de détente, en tout cas affichée. Mais plus je creusais, plus je voyais que quand même sur cette île, il y avait d'autres choses qui démontraient que quand même tout n'était pas si calme, et notamment une très forte présence militaire qui normalement n'a pas lieu d'être, puisque selon un traité de démilitarisation, l'île ne devrait pas avoir de militaires, mais qui est totalement assumée par la Grèce, qui justifie son droit à la légitime défense. Donc voilà, Castellorizo, j'ai vraiment trouvé que c'était le point central pour commencer le papier parce que c'est vraiment géographiquement, c'est de là que on a beaucoup parlé de cette petite île en 2020 à cause de l'envoi du navire de Recep Tayyip Erdogan. Donc voilà, je ne sais pas si si vous voulez plus de détails ou si vous voulez me poser des questions là-dessus, sachant que vous avez probablement tous lu l'article, donc voilà, peut-être on peut parler de cette île si vous avez des questions supplémentaires. Ce que je peux faire, c'est peut-être faire passer les petites photos que vous Ah oui, aviez. oui. Et puis comme ça donne le temps aux personnes de. Donc, je ne sais pas si vous avez des photos. Castellorizo, est-ce que ça passe? Oui. Alors oui, effectivement, donc là j'avais pris des photos parce que ce qui est très impressionnant à Castellorizo, c'est qu'il y a un horizon vraiment, donc la côte qu'on voit tout au fond, c'est la côte turque. Donc l'espace maritime est vraiment de 2 kilomètres et la ville, bon là on la voit pas parce qu'il y a un petit peu de brume, mais la ville de Kaş est vraiment très visible depuis le village de Castellorizo. Et c'est impressionnant de voir cette proximité géographique. Et avant la crise du Covid, il y avait énormément d'échanges. Il y avait 2 ferries par jour. Il y a énormément de Grecs de Castellorizo qui vont de l'autre côté et des Turcs qui viennent aussi côté grec. Et donc, moi, j'ai été très marquée par vraiment la proximité parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle touche, cette petite île, elle touche la Turquie géographiquement. Et on a aussi des traces de l'Empire ottoman, par exemple, avec cette mosquée effilée qu'on voit à l'embouchure du port, qui rappelle que aussi pendant les périodes de l'occupation ottomane, enfin de l'Empire ottoman, qui est qualifié d'occupation par la Grèce, la présence de la Turquie était flagrante sur cette île. Donc, ça, c'est une illustration que Elisa a peint. Oui, en fait, l'idée, c'était de montrer la côte turque, toujours cette proximité que je trouvais très marquante.
Et là, donc, du coup, c'est une des falaises. Alors, c'est une île qui est très montagneuse et donc il y a des falaises qui font face à la Turquie. Et les Grecs ont peint des drapeaux grecs sur les falaises, qui est quand même aussi voilà, la manière de dire voilà, on est grec, on revendique notre identité grecque, parce qu'évidemment, les drapeaux sont vraiment tournés vers la Turquie. Et dans le port aussi, qui a fait face à la Turquie, on voit bien qu'il y a énormément de drapeaux grecs qui rappellent vraiment l'identité de l'île, qui est quelque chose de très fièrement assumé là-bas. Il faut montrer qu'on est grec et surtout avec plus il y avait des tensions avec la Turquie, plus le nombre de drapeaux augmentait dans la baie. Et c'était assez impressionnant d'en voir autant, même si dans le pays, il y a quand même beaucoup de drapeaux grecs de manière générale. Là, je trouvais qu'il y avait une concentration importante. Bon, là, c'était une carte vue du ciel à la main, donc c'est voilà, c'est approximatif, mais c'était histoire de montrer vraiment à quel point l'île est collée à la Turquie. Bon, on va prendre, attendez, on va s'arrêter. Hop, voilà, on va prendre quelques questions. Alors, j'ai une question, enfin, j'ai plutôt une réaction de Gull qui voudrait apporter son témoignage. Alors, on veut bien accepter que que les participants prennent la parole, à la condition que l'intervention soit relativement brève et ciblée sur parce que comme on est tous à distance, c'est pas facile de savoir. Enfin, il faut qu'on arrive à se discipliner un petit peu. Donc, Gull de Metz, vous pouvez apporter votre réaction. Non? Vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai lu l'article. C'était juste par rapport à ce que Elisa venait de dire, que comme elle n'a pas pu passer de l'autre côté, je pourrais éventuellement, à la fin de votre conférence, apporter quelques témoignages par rapport à mon vécu et aussi ce que vous dites dans dans votre article, l'échange entre deux populations après donc la création de la République turque. Voilà, c'est peut-être plus tard quand vous me poserez la question. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai compris que ma grand-mère maternelle était un grec turc assimilé. Et je ne comprenais pas comment elle pouvait parler en grec et chanter en grec. Voilà. Donc, c'est plutôt une réaction que j'ai eue si vous me posez la question et plus tard, ça pourrait aussi nous permettre d'échanger. Voilà. D'accord. Très bien comme ça. Très bien. Écoutez, on vous redonnera la parole peut-être tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Oui, non, c'est très intéressant. Alors, il y a une autre question de Fabrice. Alors, les tensions sont-elles perceptibles au sein de la population ou sont-elles uniquement alimentées par les dirigeants des deux pays? L'achat d'avions Rafale par la Grèce a-t-il un rapport avec ces tensions? Alors oui, effectivement, c'était alors surtout à Castellorizo, c'était très marquant de voir à quel point les principales, je vais dire, figures du village. C'est-à-dire qu'aussi, quand on est en reportage, c'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe. Il y a quand même des gens qui vont plus parler que d'autres et prendre plus la parole que d'autres. Donc, moi, l'idée, c'était d'essayer de voir voilà, le maximum de personnes. Mais là, comme on était dans un petit village, ceux qui parlaient le plus allaient être les élus, les commerçants les plus réputés du coin. Et eux avaient quand même un point de vue très marqué pro-Rafale. Ils étaient très contents que la Grèce achète des Rafales pour pouvoir contrer la Turquie. Cette île de Castellorizo, c'est comme je disais tout à l'heure, ce qui était très intéressant, c'était de voir à quel point ils essayaient de me dire qu'ils étaient très détendus, qu'il n'y avait aucun problème, que regardez, les touristes sont là, tout va bien, on est dans les tavernes, mais qu'en même temps, ils sont toujours sur le qui-vive et ils sont extrêmement méfiants de ce qui se passe en face, malgré le fait qu'ils sont très proches des habitants. Ils vont être très méfiants de la politique d'Erdogan. Et oui, j'avais été marquée par le profond soutien qu'ils avaient à l'achat de Rafale, qui arrive en plus à une période, aujourd'hui, on sait qu'on est en pleine crise sanitaire et que c'est un investissement
très conséquent, ces rafales, puisque c'est plus de 2 milliards d'euros. Mais pour eux, c'était tout à fait justifié parce que Erdogan était allé trop loin cette année, qu'il faut faire attention. Et donc, les tensions, quand on va aller sur place, elles ne sont pas perceptibles, entre guillemets, à l'œil nu, parce que voilà, si vous vous baladez sur la petite baie du port, il y a moyen d'oublier totalement que voilà, il y a des menaces, il n'y a pas des avions de chasse qui passent tous les jours dans le ciel. C'est arrivé une fois cette année, mais vraiment, on ne voit pas de présence militaire. Les militaires que j'évoquais tout à l'heure, par exemple, sont dans les montagnes en Grèce, mais ils sont cachés et on ne les voit jamais. Ou alors on les voit habillés en civil en terrasse, donc on ne sait pas que c'est des militaires. Donc on ne perçoit pas tout de suite cette tension et il faut discuter avec les habitants pour quand même comprendre que voilà, il y a toujours cette méfiance vis-à-vis du voisin, enfin en tout cas vraiment des diplomates et des dirigeants, pas des habitants en face qui considèrent vraiment comme des amis et ils ont énormément de liens avec eux. Mais en tout cas, c'est vraiment en discutant avec eux. Par exemple, dans l'article, j'ai cité un pêcheur qui, lui, vraiment avait une méfiance accrue avec Erdogan, qui le compare à Suleiman le Magnifique. Donc, il fait des références à l'Empire ottoman, qui est quand même toujours très présent dans l'esprit des Grecs, puisqu'ils ont vécu ça comme une occupation. Donc voilà, c'est pas perceptible à l'œil nu, mais c'est perceptible dans les conversations et surtout les gens qui ont toujours habité ce village, parce qu'il y en a quand même qui n'ont vraiment, enfin, leurs ancêtres n'ont pas déménagé. Cela, on comprend que la tension, elle est un petit peu permanente. Et d'ailleurs, ils ont fait leur de long, 3 km de large. sur l'île. Donc voilà, c'est intéressant de le voir comme ça. Alors, une autre question. Alors la question, c'est vu la proximité donc avec la Turquie, comment se fait-il que l'île n'ait pas été habitée par des Turcs? Une autre question, pas de réfugiés sur cette île? Et une autre question, y a-t-il des tensions entre pêcheurs turcs et grecs? Alors, alors là, je vais commencer par la dernière question. À ma connaissance, entre les pêcheurs turcs et grecs, du moins sur ce tronçon-là, comparé à d'autres tronçons comme Lesbos, on ne m'a pas expliqué qu'il y avait des tensions. Comme ils se connaissent très bien avec les habitants d'en face, a priori, ils se disputent pas, sachant que la pêche, c'est un petit village, mais il ne vit pas que de la pêche, donc ils n'en ont pas fait une grosse activité commerciale non plus. Donc ça, j'ai pas senti de tension particulière. Pour la question des réfugiés, c'est vrai que ça peut être tentant toujours de se dire bah, pourquoi les bateaux de réfugiés ne viennent pas quand il y a une frontière si courte entre les deux pays. C'est le plus souvent parce qu'en fait, c'est pas une très bonne stratégie parce qu'ils sont repérés direct dans les eaux et on va les empêcher de passer la frontière maritime gréco-turque. J'ai un autre exemple comme ça, c'est l'île de Samos qui est aussi une île très très proche de la Turquie où les réfugiés ne traversent pas sur la plus petite frontière maritime qui fait moins d'1 kilomètre ou 1 kilomètre et quelques, mais ils vont toujours faire le tour parce que de l'autre côté, les passeurs qui mettent les migrants dans les bateaux, en tout cas, se disent, bon, bah voilà, l'idée, c'est de ne pas se faire repérer par les gardes-côtes et donc de ne pas être visible. Donc, ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'à Castellorizo, il y avait juste eu, en 2015, quand il y avait eu les grosses arrivées en raison du conflit syrien, il y avait eu quelques bateaux qui étaient arrivés, mais ça avait été quand même très limité comparé aux autres îles qui bordent la côte turque. Je ne sais plus quelle était l'autre question après. Il y avait quoi comme question? Donc, on a parlé que comment se fait-il que la proximité, que l'île ne soit pas habitée n'ait pas été habitée par des Turcs. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui a commencé à faire une réponse avec le traité de Lausanne. Oui, voilà. Bah, ce qu'il y a, c'est que, pour résumer, quand il y a eu la chute de l'Empire ottoman et le traité de Lausanne qui a suivi, il y a eu un déplacement de population qui a été très marquant pour la Grèce et la Turquie. Les musulmans de Grèce ont quitté la Grèce pour la Turquie. Les orthodoxes de Turquie ont quitté la Turquie pour la Grèce. Et à ce moment-là, ça a été très délimité entre deux États-nations, ce qui fait qu'il y a quelques réfugiés, enfin, c'est même pas des réfugiés, quelques autochtones qui étaient restés, mais c'était dans d'autres endroits. Et en tout cas, sur l'île de Castellorizo, il y avait une présence turque, en tout cas de musulmans, avec par exemple cette mosquée, on voit qu'il y a eu une présence musulmane, mais elle n'était pas très importante comparée à d'autres îles, par exemple comme Lesbos
ou d'autres régions comme la Thrace. Donc, il y avait des Turcs probablement qui vivaient ici, mais ils sont tous partis, de la même manière que les Grecs qui devaient vivre de l'autre côté, eux, sont revenus après ce traité. Il y avait vraiment la volonté à l'époque pour la Grèce et pour Kemal Atatürk de, entre guillemets, purifier la nation en chassant vraiment tous ceux qui n'étaient pas de la même religion. Donc ça a été très très marquant et très traumatisant pour les deux pays. Mais ça, du coup, ça explique vraiment qu'aujourd'hui, il n'y a pas une présence de Turcs sur cette île. Bien, ce que je propose, c'est qu'on passe à Lesbos. Ouais, Donc, j'ai répondu à toutes les questions là. Il n'y en avait pas une autre. non, après il y avait les pêcheurs. Ah bah non, c'est bon, ça fait. Il y avait les pêcheurs. Et donc là, je propose moi, qu'on avance un petit peu. Alors, il faut bien couper les micros. Monsieur Lavallée, il faut couper le micro. Voilà. Donc, je propose qu'on avance sur Lesbos. Oui. Alors, pour donc l'île de Lesbos, donc c'était le deuxième point qu'on a voulu aborder. C'était donc, vous devez connaître la situation migratoire. Cette île Lesbos, c'est une grande île donc qui est 500 km plus au nord, comme on voit sur la carte. C'est une île où il y a eu énormément d'arrivées de réfugiés en raison du fait que beaucoup de passeurs étaient placés en face et les transactions pour passer se faisaient d'Izmir et c'était une grande île, donc il y a possibilité d'arriver un petit peu partout autour des côtes. Et c'est l'île qui a clairement été le plus marquée par les passages de migrants depuis les années 2015, surtout depuis le conflit syrien. Et c'était intéressant d'aller là-bas parce que en 2020, il y a eu un épisode qu'on a tendance à oublier parce que c'était avant la crise du Covid. Ça nous paraît très loin, mais c'était seulement en mars dernier. Erdogan, qui était mécontent du soutien de l'UE dans son intervention en Syrie, a décidé de faire un chantage en ouvrant les frontières aux migrants qui voulaient se rendre en Europe. Sachant que la Turquie est vraiment sous pression aussi avec les réfugiés, puisqu'elle a plus de 4 millions de réfugiés sur son territoire. Et Erdogan et l'Union européenne avaient signé un accord en 2016 pour juguler les départs. Donc, contre 6 milliards d'euros, la Turquie devait contrôler les départs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en mars dernier, Erdogan a décidé que l'accord n'était pas valable et qu'il pouvait faire pression pour avoir du soutien en Syrie. Il allait utiliser les migrants donc, du coup, pour essayer de faire pression sur l'Europe. Et à ce moment-là, Lesbos et le nord de la Grèce, la frontière terrestre, ont vu arriver, et effectivement, normalement, logiquement, il y a des milliers de migrants désespérés qui avaient envie de venir en Europe, qui ont profité de ces annonces, qui étaient seulement des annonces d'ailleurs. Et ça a été très traumatisant pour les migrants, bien sûr, puis qui se sont retrouvés bloqués à la frontière. Et aussi donc, pour l'île de Lesbos, où il y a eu des dizaines de bateaux qui sont arrivés d'un seul coup. Et il faut savoir que l'île était déjà surpeuplée de camps, enfin de migrants, parce que l'Union européenne a créé des camps d'identification. Donc un camp qui était très célèbre, qui a brûlé, donc qu'on voit en photo, c'est le camp de Moria. Donc, qui était un camp où les migrants arrivaient, s'enregistraient et dans l'attente du traitement de leur demande d'asile, ils restaient bloqués à Lesbos. Ce qui fait que Lesbos est devenue un peu une île prison pour les migrants dans l'attente de leur asile. Et donc l'ouverture de cette frontière par Erdogan a révélé encore plus le sentiment, le ras-le-bol de la population et aussi des migrants qui étaient présents là-bas. Donc il y avait cet aspect-là qu'on voulait souligner, c'est-à-dire comment les diplomates, l'Union européenne le fait aussi, hein, mais voilà, comment on utilise les migrants dans ces crises diplomatiques qui deviennent vraiment une arme pour les dirigeants. Et il y avait aussi l'aspect historique qui était très intéressant parce que donc, le déplacement de population dont on parlait tout à l'heure, donc après la chute de l'Empire ottoman et le traité de Lausanne en 1923, il y a eu énormément d'orthodoxes qui sont partis en Grèce et de musulmans qui sont partis en Turquie. Et l'île de Lesbos était une des îles qui avait été plus marquée par ces déplacements de population parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de musulmans qui ont dû quitter l'île. Et c'était vraiment un exil forcé qui a traumatisé pas mal d'habitants.
Et aujourd'hui, il y a beaucoup de descendants en fait de réfugiés qui étaient arrivés dans l'autre sens, donc les réfugiés orthodoxes qui étaient venus s'installer à Lesbos. Il y a beaucoup de descendants de réfugiés qui donc sont à la fois très marqués par cette histoire et par les événements actuels liés à l'immigration actuelle. Voilà, donc l'idée, c'était de parler de cette île qui, je pense, a un point important dans la crise qui oppose la Grèce et la Turquie, mais aussi l'Union européenne, du coup, puisque voilà, c'est quand même l'Union européenne qui signe des accords avec Ankara. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions autour de Lesbos. Alors, je vais. Alors, première question. Alors, c'est d'abord un témoignage. Donc, quelqu'un alors, Étienne, qui fait une thèse de doctorat et qui aborde l'interface de la frontière, donc gréco-bulgaro-turc. Et donc, il le met en lien si vous voulez avoir accès. Dans la discussion à droite. Voilà. Après, donc, nous avons, il y a toujours, donc Armand qui fait plutôt un apport. Il y a toujours des Grecs, souvent d'un certain âge, qui parlent turc. Oui. Néanmoins, il semblerait que les Grecs et les Turcs communiquent plutôt en anglais. Oui, parce qu'après, les descendants qui sont restés sur l'île ne parlent pas tous turc, hein, quand même. Mais il y en a qui communiquent en turc aussi. Moi, là, par exemple, les personnes que j'ai citées dans l'article parlaient très bien le turc parce qu'ils allaient très souvent de l'autre côté. Oui, et il y a donc une autre question. Le camp a-t-il finalement été reconstruit? Alors, non, malheureusement, non. Alors, malheureusement ou heureusement, parce que c'était quand même un camp très particulier, Moria. Donc, il y avait plus de 10 000 personnes. C'était vraiment des conditions vraiment insalubres. Le problème, c'est qu'il a juste été déplacé. Donc, au lieu d'être dans les terres, maintenant, il est en bord de mer, donc ce qui pose tout un tas de problèmes parce qu'aujourd'hui, il y a environ 8 000 migrants qui attendent toujours le traitement de leur demande d'asile dans des tentes qui ont été placées par l'armée donc sur un site qui s'appelle Kara Tepe. Et c'est un ancien centre de tir militaire, une ancienne base de tir militaire. Donc, d'ailleurs, récemment, on a appris que cet endroit était contaminé au plomb. Mais ça n'a pas changé les choses, puisque le gouvernement, pour l'instant, ne déplace pas ces personnes. Et aujourd'hui, en plus, avec des conditions climatiques assez atroces, parce qu'il pleut beaucoup, le camp est très mal situé, parce qu'il est vraiment en bord de mer et exposé aux quatre vents, ce qui pose tout un tas de problèmes. Donc, il n'a pas été reconstruit, il a été déplacé. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une reconstruction, mais en tout cas, la problématique est exactement la même qu'il y a plus d'un an avant que ce camp brûle. Alors, il y a une autre question de Dimitri. Y a-t-il aujourd'hui une volonté de définir officiellement et définitivement la frontière entre la Grèce, qui fait partie de l'Union européenne, et la Turquie? Et y a-t-il de nouvelles négociations en cours? Alors, à l'heure actuelle, on a ce qu'on appelle des pourparlers exploratoires entre la Grèce et la Turquie qui ont timidement commencé. Mais ces pourparlers, ça vise vraiment à poser les problématiques sur la table. Donc, pour l'instant, on ne reparle pas de délimitation de la frontière. Le problème, il est que cette frontière, elle est vraiment totalement disputée parce que chacun campe sur ses positions. Mais disons, la Grèce revendique cette frontière selon un traité qui a été signé en 1947, qui est le traité de Paris, et qui a été signé entre les Italiens, qui à l'époque étaient sur ces îles du Dodécanèse, et les Alliés. Donc la Turquie n'était pas partie contractante. Donc, de son côté, Ankara joue sur ces traités en disant, bah voilà, nous on l'a pas signé, donc on ne reconnaît pas cette frontière. Le souci, c'est que les Grecs, de leur côté, ne remettent pas du tout en question ce traité. Donc, on n'a pas à l'heure actuelle quelqu'un qui voudrait poser les choses pour redéfinir la frontière, sachant que les deux pays auraient peut-être quelque chose à y perdre dans ces cas-là. Donc là, juste ce qu'on a eu, la dernière évolution en date, c'est que les pays ont commencé à discuter, donc après l'envoi à plusieurs reprises du bateau de recherche sismique, ils ont décidé de se mettre autour d'une table et de faire des pourparlers exploratoires. Mais ce qui est c'est pour l'instant un peu sibyllin parce qu'on ne sait pas trop ce qui est abordé dans les pourparlers. C'est vraiment l'idée de dire, voilà, nous, qu'est-ce qu'on veut?
qu'est-ce que vous voulez, comment on peut s'arranger. Donc ça prend beaucoup de temps. Et en tout cas, la question de la délimitation de la frontière côté grec, elle n'est pas remise en question. Cette frontière, elle est là, c'est la frontière grecque. C'est Ankara qui la conteste, mais Athènes ne revient pas là-dessus. On n'entend pas? Pardon. Une autre question. Bonsoir. Quelles sont les relations entre les autorités turques et les passeurs? Y a-t-il une forme de tolérance, voire d'accord tacite entre Ankara et les trafiquants? Alors, c'est évidemment très compliqué comme question. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette question en 2015 parce que c'est vrai que en 2015, quand on avait eu l'afflux, enfin les arrivées importantes, c'est vrai qu'il y avait énormément de passeurs côté turc et que on voyait bien qu'à ce moment-là, les gardes-côtes ne faisaient rien pour empêcher le départ des bateaux. Et dès qu'il y a eu cet accord en 2016 entre l'UE et Ankara, les départs se sont vraiment taris et il y a eu un contrôle de la côte qui était effectivement beaucoup plus important. Donc, voilà, indirectement, on peut se demander quels étaient les liens. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai cherché, mais qui est très difficile à prouver, en fait, quels pouvaient être les liens entre les autorités et les trafiquants. La vérité, c'est que c'est très compliqué de révéler ça au grand jour, mais qu'il y a toujours des doutes. Ce qui est le cas d'ailleurs dans d'autres pays de départ, parce que par exemple, si on prenait la Libye, on se pose exactement la même question. Comment ça se fait qu'il y a autant ce trafic, qui est quand même un trafic très visible, puisque c'est des bateaux qui partent des côtes, même si ça se passe la nuit, il est très visible. Voilà, c'est la question qu'on se pose toujours, c'est effectivement s'il y a des liens. Alors, il y a plusieurs chercheurs qui ont essayé de le prouver, tout ça, mais ça a été très compliqué à montrer. Toujours est-il que si on prend les faits, voilà, tout ce qu'on sait, c'est que ça s'est quand même vraiment arrêté du moment où l'UE a donné de l'argent à Ankara, enfin indirectement à Ankara pour gérer ce problème. Donc, il peut y avoir un contrôle, en tout cas accru. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours souligner que les passeurs aujourd'hui continuent d'opérer. Alors avec le Covid, un tout petit peu moins, mais il y a toujours des bateaux qui continuent d'arriver. Donc c'est un système qui est très très compliqué à stopper. Alors, peut-on parler d'une renaissance du nationalisme grec et d'une préparation des militaires grecs à l'affrontement? Alors, je ne sais pas si on va vers un affrontement direct quand même, mais il y a une vraie volonté, notamment de ce gouvernement qui est arrivé en 2019, qui est la Nouvelle Démocratie, qui est très à droite, très conservateur, mise beaucoup sur l'armement. C'est sa nouvelle stratégie. D'ailleurs, ce qu'on vient de voir, c'est que le budget 2021 qui vient d'être voté au Parlement, qui a été validé par la droite, c'est un budget qui donne beaucoup à la défense et qui d'ailleurs donne moins à la santé, proportionnellement par rapport à l'année dernière. Donc donne beaucoup à la défense dans l'idée de retrouver ses capacités de défense d'avant la crise de la dette, c'est-à-dire en 2009. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a tous ces investissements par rapport aux Rafales, des frégates. Il y a aussi des nouveaux sites qui sont en construction avec l'armée israélienne. Donc, on a cette volonté, en tout cas, de montrer que voilà, on est plus fort et que l'armée compte. Il y a aussi la conscription qui a été allongée de 9 à 12 mois, donc ce qui est quand même assez révélateur, le service militaire. Donc, effectivement, il y a, je peux pas dire s'ils veulent aller à l'affrontement, non, bien sûr, mais en tout cas, il y a cette volonté de la part de la Grèce de montrer à la Turquie que la Grèce est là, a des capacités, a une flotte, a une aviation capable de faire face en cas d'agression turque. Alors, une autre question. Comment revenir sur ces accords financiers qui dédouanent l'Europe, mais qui en même temps la mettent à la remorque de la Turquie et confinent les migrants dans ces zones, laissant en déshérence absolue? Est-ce qu'on peut revenir sur ces accords financiers? Alors, si on parle de l'accord de mars 2016, en tout cas entre l'UE et Ankara, j'imagine que c'est celui-ci. Ce qui est compliqué, c'est que, alors revenir dessus, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais en tout cas, l'accord, il est déjà quasiment mort dans le sens où ce qui s'est passé en mars 2020, toute cette période de tension qu'il y a eu au moment de l'ouverture de la frontière, l'UE était entre guillemets très en colère, a fait des déclarations, tout ça. On voit bien que c'est un accord qui, en tout cas dans les faits, ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, les camps dont on parle à Lesbos se sont remplis au compte-gouttes depuis 2016.
Donc, on peut souligner aussi qu'il y a toujours des passages, en dépit de cet accord, qui étaient évidemment très controversés, hein, bien sûr. Donc, revenir dessus, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible légalement, mais en tout cas, dans les faits, on peut quand même souligner que l'accord ne marche pas vraiment. Alors, une dernière question et après on passera à la dernière partie. Est-ce qu'on pourrait dire que les contradictions des politiques étrangères des pays de l'Union européenne, alors a-t-on une Allemagne pro-turque et une France plutôt pro-grecque dans les… Alors, c'est la France pro-grecque, ça c'est oui. Je pense on peut quand même souligner l'engagement de Macron qui a quand même qui règle d'autres comptes, hein, via ce dossier parce que il règle aussi ses comptes en Syrie, en Libye où il a des problèmes avec Ankara, et puis plus récemment les déclarations d'Erdogan sur sa loi concernant le séparatisme jouent aussi beaucoup dans l'attitude de Macron. Du coup, Macron s'est rangé du côté des Grecs, pas par rapport à l'histoire grecque ou aux hydrocarbures plus particulièrement que ça, mais en tout cas, Macron, il avait tout intérêt à se ranger côté grec. Et effectivement, on a tout montre avec l'acquisition de Rafale, la proximité entre le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et Macron, qui quand même ont fait des espèces de déclarations sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pu voir cette année que Macron faisait des petits tweets en grec pour soutenir Mitsotakis, et à l'inverse, Mitsotakis a fait des tweets en français pour Macron. En tout cas, il y a cette volonté d'afficher que la France a pris parti côté grec, et en plus, ça fait des manœuvres militaires avec la Grèce en Méditerranée orientale. Pour l'Allemagne, donc moi je couvre moins l'Allemagne, donc je suis moins à même de juger. Je ne pense pas qu'on puisse non plus dire pro-turc, même si l'Allemagne vend des armes aussi à la Turquie, mais elle en vend aussi à la Grèce. Et je pense que l'Allemagne a plus une volonté de neutralité, en tout cas d'apaiser les tensions, et probablement n'apprécie pas tellement les déclarations de Macron qui ont été quand même très fortes cette année avec Erdogan, où il a parlé d'islamisme, de volonté d'islamisation de l'Europe, ou enfin je ne sais plus dans quelle interview c'était, je pense que c'était Paris Match où il était allé assez loin en septembre. L'Allemagne, elle a une grosse communauté turque, donc dans son pays, elle veut aussi protéger ça, et elle veut entretenir une bonne relation avec la Turquie, tout en sachant que cette situation, elle est suspendue, ces alliances, cette diplomatie actuelle est suspendue à l'élection présidentielle qui doit avoir lieu en 2023. Parce que derrière tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je veux dire l'accélération d'Erdogan en Méditerranée orientale, les déclarations qui sont de plus en plus fortes, il y a la volonté d'être plus populaire pour Erdogan en 2023 et de se faire élire. Qu'est-ce qui se passe si jamais il n'est pas élu? Comment vont se redessiner les cartes? On ne sait pas. Cette élection joue énormément dans tout ce qui arrive et les tensions, et c'est d'ailleurs pour ça que la Grèce a décidé de s'armer cette année et ne plus attendre. Ah, on n'entend pas. Excusez-moi. Une dernière remarque de Gull qui dit effectivement il y a peut-être aussi de la concurrence entre l'Allemagne et la France, et ce seront les marchands d'armes qui seront gagnants. Je propose qu'on passe à la dernière partie, donc, concernant Komotini. Komotini. Alors voilà, Komotini, donc c'était la trace. C'était entre guillemets pour moi le plus gros morceau, dans le sens où c'est une région qui est extrêmement complexe à comprendre. Donc parce que après l'échange des populations dont on a beaucoup parlé précédemment en 1923, la Grèce a quand même conservé une minorité musulmane dans cette région du nord-est qui touche la Turquie, en échange du maintien du patriarcat œcuménique d'Istanbul. Donc il y avait une présence orthodoxe qui restait en Turquie, et il y avait une tolérance pour la présence musulmane dans cette région. Et ce qui se passe, c'est que dans cette région, il y a énormément de turcophones, donc qui parlent beaucoup plus turc que grec, et qui donc sont musulmans et se sentent très très proches de la Turquie. Donc j'ai pu rencontrer des gens qui vont qualifier la Turquie de mère patrie,
Et Erdogan, par exemple, était venu dans le cadre de sa campagne, je crois que c'était en 2017, en Thrace. Donc, du coup, on a quand même une région où il y a un sentiment très particulier envers la Turquie que moi, j'ai trouvé absolument fascinant parce que je l'ai vu nulle part ailleurs en Grèce. Et à côté de ça, on a donc l'évolution de cette minorité musulmane depuis 1923 est vraiment soumise aux relations bilatérales. C'est-à-dire, je m'explique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise entre la Grèce et la Turquie, cette minorité, elle en fait indirectement les frais. Alors, ça peut être par des maltraitances de la part du gouvernement athénien, ça peut être avec la volonté d'écraser un peu plus cette minorité. Mais en tout cas, elle fait beaucoup les frais des tensions gréco-turques et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant d'aller voir ce qu'elle pense aujourd'hui de cette situation. Et donc, moi, j'ai pu découvrir une ville donc, qui est Komotini, où vraiment on a des chrétiens et des musulmans qui cohabitent très bien, ça, il n'y a aucun problème entre eux, mais où on a quand même un sentiment très, très divisé sur la Turquie. Et Ankara, comme Athènes, a toujours fait un petit peu pression sur cette région pour avoir un peu plus de pouvoir sur les populations. Et c'était très intéressant de voir dans cette ville à quel point les deux nationalismes gréco-turcs jouaient dans l'évolution et surtout dans deux domaines qui étaient l'éducation et la culture. La religion, pardon, l'éducation et la religion, c'est-à-dire dans les écoles turcophones, la Grèce essaye de faire en sorte que les jeunes qui parlent turc aillent dans l'enseignement public grec. Et concernant la religion, par exemple, la Grèce va nommer un moufti, tandis que la Turquie va également en nommer un. Donc, là, pour le coup, on a un vrai conflit qu'on voit en direct sur cette ville, qui ne se ressent pas, il n'y a pas d'animosité entre les habitants, mais on sent bien qu'il y a deux camps, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être que Gul, vous vouliez peut-être, ce serait le moment de faire votre témoignage si vous souhaitez. Vous êtes parti, Gul? Je suis là. Ah, Oui. Alors, je dirais que Elisa pourrait me contacter par la suite parce que je voudrais bien, dans son article, elle parlait des ethnies anglaises, un certain nombre important. Aussi, la Turquie est composée de plus de 80 ethnies. Et l'identité turque a été créée et j'ai les souvenirs comment on nous a conditionnés pour qu'on se dise qu'on est turc. Je pense que pour des journalistes, ça c'est quelque chose d'important de savoir parce qu'on ne rappelle pas. Dans l'Empire ottoman, il y avait donc tout le monde pouvait exprimer sa religion, sa croyance, mais il y avait aussi un système d'impôt qui faisait que certains se reconvertissaient à l'islam. Et dans la création de la République turque, un des fondements de cet État, c'est le choix de l'islam, donc tout en restant laïque. Et d'où, comme j'ai parlé tout à l'heure de ma grand-mère maternelle, il est évident en plus, comme par ma fille qui était curieuse de savoir d'où elle venait, elle a fait faire une recherche ADN et on est effectivement, on est des descendants des gens des Balkans, hein, et ma grand-mère chantait en grec, et il y avait une autre culture complètement différente du sud de la Turquie, par exemple. Donc, ce serait intéressant éventuellement, si à l'occasion vous passez en Turquie, je pourrais vous faire rencontrer les derniers descendants, les derniers gens qui restent encore en vie de ce conditionnement. Moi, je me souviens comment on était obligé de chanter l'hymne national, plus un autre discours qu'on répétait en disant « je suis turc », qu'est-ce que c'est très bien d'être turc, des choses comme ça, voilà. Donc, et j'ai rencontré, et ce qui est important aussi, c'est la déportation importante dans au début de la République turque, une population importante des habitants de l'Anatolie vers la Grèce, d'où la présence aussi. Et
également des Grecs musulmans qui ont été rapatriés en Turquie. Donc, c'est vraiment très complexe. Voilà. Après, il faudra des heures pour en parler. Je me tais si vous avez des questions à me poser. Très bien. Ah bah oui, avec plaisir. Bah, c'était vraiment la grosse frustration, hein. C'est ce que je disais au début, c'était de ne pas pouvoir passer côté turc, parce qu'effectivement, il nous manque maintenant, il faudrait vraiment clairement un deuxième reportage pour comprendre ce qui se passe côté turc. Et j'avais essayé de rencontrer en Grèce les autorités d'Ankara, donc je suis quand même allée à l'ambassade. Voilà, j'ai vu un peu les représentants que je pouvais voir, mais qui ne voulaient pas s'exprimer, en tout cas en on. Mais c'est effectivement, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir de l'autre côté et que ça mérite beaucoup de recherche et de continuer cet article qui était déjà assez long, hein, mais ça mériterait qu'on en fasse un autre. Voilà. On pourrait vous inviter aussi à une conférence sur Metz, Merci, éventuellement. merci beaucoup. Bah, avec Est-ce plaisir. qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Là, en clair, on voit bien effectivement la carte, mais pour quelqu'un qui n'est pas forcément très habitué à la géographie de la Grèce et de la Turquie, le trait rouge qui est représenté, je crois, c'est avec les eaux territoriales. La zone, voilà, c'est les zones économiques exclusives grecques et turques. On a tout de même une impression que cette ligne est très très proche des terres turques. Et c'est une question enfin, moi, quand j'ai vu ce trait qui est relativement proche des côtes, après, c'est vrai que les îles sont toutes grecques, quasiment, je crois. Quasiment toutes les îles sont grecques. Il y en a deux qui vont être turcs, Imbros et Ténébros, mais donc qui ont un nom turc aussi. D'accord. Mais effectivement, alors après, les Grecs vont dire que la Turquie est très grande, c'est un pays très vaste, donc que récupérer les îles, c'était pas leur prendre quelque chose. Malgré tout, on sent vraiment qu'après tout ça, ça a été décidé après le traité de Lausanne et après le traité de 1947. Des deux parties, des deux côtés, on a l'impression que quelqu'un a perdu quelque chose. Enfin, personne n'était vraiment satisfait de toute façon à l'issue de ce partage. Donc, effectivement, la Turquie, les plus nationalistes côté turc revendiquent vraiment la souveraineté sur plusieurs îles et îlots le long de cette frontière en disant, bah voilà, c'est juste en face, c'est à moins de 2 kilomètres, ça devrait nous appartenir. Surtout, par exemple, si on prend le cas de Castellorizo, c'est très particulier parce elle est à 120 kilomètres de la première île grecque et elle est très éloignée d'Athènes, alors qu'elle va être vraiment collée à la Turquie. Pour autant, les habitants de Castellorizo se revendiquent vraiment grecs et ne veulent absolument pas. Il n'y a pas cette question de se dire est-ce qu'on est turc ou pas. C'est dans leur esprit, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés dans ce village, c'est très clair. C'est encore une fois les drapeaux partout, afficher cette identité grecque, c'est très important pour eux. Alors, nous avons une question. Connaissez-vous la position russe, pays orthodoxe comme la Grèce, mais allié de la Turquie en Syrie? Non, je crois que sur cette question, je ne veux pas dire de bêtises, donc je préfère m'abstenir. Effectivement, c'est très compliqué parce qu'en plus, on a d'autres conflits qui se sont ajoutés à tout ça. En tout cas, on les entend très peu sur ce dossier. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a très peu de déclarations. Ça n'intéresse pas vraiment, officiellement, en tout cas, la Turquie et la Russie ne s'est pas positionnée. Alors, on nous dit aussi que, effectivement, de toute façon, il y a beaucoup de Turcs qui sont d'origine balkanique Mm. et pas seulement grecque. Il y a eu beaucoup de mouvements de population, effectivement, à la fin de l'Empire ottoman. Donc, voilà. Est-ce qu'une origine balkanique est-ce que c'est une origine balkanique? Bah, on peut venir de Bulgarie, de l'actuelle D'accord. Bulgarie, Géographique. D'accord. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le démantèlement de l'Empire ottoman, il y a eu deux gros États-nations qui se sont créés, qui sont la Grèce et la Turquie, qui sont vraiment les deux grosses nations de cet empire. Mais tout autour, il y avait aussi beaucoup d'autres cultures qui vivaient dans cet empire, qui maintenant sont dans d'autres pays un peu moins vastes. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de l'animosité entre ces deux pays-là.
qui, eux, ont cette histoire de conflit, puisque la nation grecque s'est quand même construite contre l'Empire ottoman, de la lutte contre l'Empire ottoman. Mais effectivement, si on va plus dans les Balkans, on s'aperçoit qu'il y a aussi le rapport, par exemple, de la Bulgarie à la Turquie, je ne le connais pas très bien, mais je doute qu'il soit aussi très serein, puisque eux-mêmes, sur leurs frontières, ils ont mis un mur destiné à empêcher les migrants de rentrer. C'est une frontière qui est très surveillée. Voilà, la Turquie a aujourd'hui une position très particulière dans toute cette région parce qu'elle a une influence tout de même économique et politique. Et en même temps, il y a toujours beaucoup de ressentiment envers la chute de l'Empire ottoman et comment tout ça s'est déroulé. Alors, une autre question, la situation peut-elle s'améliorer sans un règlement de la situation à Chypre ou de Chypre? Ah, alors je peux pas prédire que la situation s'améliore ou non, mais alors Chypre, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que la Grèce, en tout cas, moi, ce que je vois côté grec, c'est que tant que cette île sera divisée en deux et tant que les troupes militaires turques seront ici, la Grèce, entre guillemets, aura toujours ce conflit qui est le conflit majeur, hein, qui oppose la Turquie à la Grèce. Vraiment, pour les Grecs, c'est très important. Chypre, c'est vraiment, ils qualifient cette occupation d'invasion, c'est très marqué. Et sans la résolution du conflit chypriote, effectivement, on a du mal à imaginer qu'il y ait une réelle alliance qui puisse se créer entre les deux pays. Ah, on t'entend pas. Alors, oui, excusez-moi. Quelles sont les relations entre la Macédoine et la Grèce? Encore, Alors, la République de Macédoine du Nord, maintenant en Grèce, c'est pareil. Là, c'est une relation très compliquée puisque il y a eu un référendum pour le nom de la Macédoine qui a été très contesté par notamment les nationalistes. Donc, c'est pas une relation particulièrement sereine. De la même manière que les relations entre la Grèce et les pays frontaliers qui sont au nord, donc ça va être la Bulgarie, l'Albanie, la Macédoine, ça n'a jamais été des relations extrêmement ils sont pas ennemis, mais en tout cas, c'est pas des alliés particuliers. Par exemple, sur ce conflit gréco-turc, aujourd'hui, c'est pas des pays qui prennent position. alors, peut-on voir un lien entre les différents projets gazoducs? Alors, c'est encore une question sur la Russie, entre la Russie et l'Europe, les migrants comme un moyen de pression. Par exemple, Nord Stream, Turk Stream. Alors, Je ne sais pas si je peux répondre à cette question, toujours avec l'implication de la Russie. Peut-être qu'il y a un lien, mais... alors, il y a une autre question, sinon, c'est quel rôle aggravant joue Israël dans ce conflit? Aggravant, je ne sais pas, mais en tout cas, Israël, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des transactions d'armes. Voilà, Athènes est en train de se rapprocher pour des questions d'armement d'Israël. Et Israël a eu elle-même un autre problème avec un autre gisement gazier avec la Turquie. Donc, je dirais pas qu'elle a... Enfin, elle a pris position aussi, puisqu'elle est plus alliée de la Grèce, puisqu'ils ont signé ensemble un accord sur un gazoduc. Mais sur ce dossier-là, particulièrement les hydrocarbures au large de Castellorizo, on ne l'a pas non plus beaucoup entendu. En tout cas, effectivement, elle est plutôt rangée côté grec. Alors, une autre question, donc toujours les pays balkaniques de l'ancien bloc soviétique, c'est toujours donc c'est plutôt voilà, la Bulgarie, par exemple. Sont-ils anti-migrants? Et les dirigeants turcs et bulgares entretiennent-ils de très bonnes relations, semble-t-il? Entretiennent de très bonnes relations, semble-t-il? Ah, c'est une question. Non, c'est plutôt une affirmation. Ah, c'est d'accord. Les dirigeants, ils entretiennent de très bonnes relations, semble-t-il. Alors, en tout cas, pour la question des migrants, donc moi, j'y suis allée que 2 fois en Bulgarie. Je couvre beaucoup plus la Grèce. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, j'étais allée voir, ils sont en train de construire, enfin, ils ont construit, parce que maintenant, ils l'ont presque fini, un mur à leur frontière commune avec la Turquie pour empêcher les migrants d'arriver, comme l'a fait la Grèce. Donc oui, il y a cette politique d'éviter le fait qu'il y ait des flux, qui pourraient d'ailleurs être des flux détournés de la Grèce, en fait. Même si les migrants qui se retrouvent en Bulgarie, c'est pas exactement la même chose puisque c'est pas l'espace Schengen et que du coup ils restent vraiment bloqués en Bulgarie pour le coup. C'est pour ça que c'est moins prisé aussi des passeurs. Mais en tout cas, oui, moi je pense qu'il y avait un sentiment anti-migrant, enfin dans le sens où
la politique est toujours la même à cette frontière extérieure, c'est on n'a pas envie qu'il y ait des arrivées massives de réfugiés et de migrants. D'accord. Alors, toujours, parce qu'en fait, il semblerait que le Premier ministre et Erdogan aient des relations très amicales, en fait, que ce soit des amitiés politiques importantes. Et puis ensuite, nous avons donc Stelios, qui peut être grec, peut-être, qui souhaiterait prendre la parole pour réagir. Alors, Stelios, on te donne la parole et il faut, par contre, essayer d'être assez court dans la question. Voilà. On peut manger, hein. Bonsoir. Stelios. Voilà, oui. Non, déjà, c'était pour vous remercier pour l'article et puis pour la discussion qui était quand même très intéressante. Merci. Et puis, c'était aussi pour apporter un peu concernant le conflit gréco-turc, en fait. Voilà, moi, je travaille dessus, en fait, dans le cadre de mes études. Il y a un truc qui me gêne, en fait, dans la manière de traiter ce conflit. Et justement, c'est pour ça que j'ai trouvé votre article très intéressant. C'est qu'on a tendance à le qualifier à chaque fois de conflit gréco-turc. Et en fait, moi, je serais d'avis de parler plutôt de relations gréco-turques. C'est quand on utilise le terme conflit, en fait, on se place directement dans une position antagoniste. Et alors oui, c'est un conflit aujourd'hui, un conflit diplomatique, sur des questions militaires, stratégiques, etc. Mais en fait, ce qu'on observe quand on fait comme vous avez fait une enquête de terrain avec les habitants, et c'était super intéressant, c'est qu'en fait, les relations gréco-turques, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Et que ce soit du point de vue culturel, c'est-à-dire avec les séries turques ou les séries grecques, ou que ce soit du point de vue de la musique. Moi, j'écoute pas mal de musique gréco-turque, justement. Et ben en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment un conflit et que c'est plus justement des relations. Ouais, c'était pour discuter un peu de ça, moi, parce que ça m'intéresse. Non, mais c'est vrai, hein, de toute façon, il y a les peuples et il y a les diplomates aussi. Là, je trouve que c'est très révélateur sur cette question-là, comme ça peut l'être sur d'autres frontières d'ailleurs, hein. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'on va à la rencontre des habitants, ils sont pas du tout dans l'animosité avec leurs voisins d'en face, en tout cas. Par contre, sur Erdogan, j'ai très peu rencontré de Grecs qui étaient satisfaits de sa politique. Ça, il y a quelque chose sur lui, en tout cas. Il y a aussi beaucoup de propagande aussi côté grec. Enfin, je veux dire, les médias aussi sont très anti-Erdogan, tout ça. Donc, ils l'appellent le sultan. C'est quelque chose qui est assez présent dans les esprits. Mais en tout cas, vraiment, il y a une amitié des peuples qui était très intéressante à souligner. Et plus qu'une amitié, voilà, une histoire commune et des traditions qui se ressemblent énormément, des traditions culinaires, culturelles. Et j'ai trouvé que c'était vraiment l'opportunité. J'aurais pu écrire encore beaucoup plus là-dessus. Malheureusement, j'étais un peu limitée, mais c'était vraiment ce qu'on voulait montrer en allant sur ces trois endroits qui ont connu à la fois des tensions et des épisodes de grande proximité. Alors, on va changer un petit peu de question et on va changer un petit peu. On va aller vers l'OTAN. Est-ce que l'OTAN joue un rôle dans ce conflit? Je crois que les deux pays en font partie. Le fait que les USA ont une nouvelle administration peut-elle changer les choses? Y a-t-il un risque que le conflit dégénère en conflit armé? Donc, ça contredit un petit peu ce qu'on vient de dire, mais bon, ce que vous venez de dire tout à l'heure, là. Après, le risque est toujours présent, hein. C'est vrai que dans la mesure où il y a quand même beaucoup d'armements des deux côtés, parce que là, moi, j'ai parlé tout à l'heure de la Turquie qui a dopé son budget militaire cette année. La Turquie fait quand même la même chose de l'autre côté. Alors, la Turquie a aussi d'autres zones de conflit qu'elle doit gérer. Donc, c'est pas forcément centré sur cette question-là. Mais effectivement, bon, on peut se dire que la question, elle est c'est une menace sous-jacente, effectivement. Et l'OTAN, donc le fait que l'OTAN, bon, c'est pas forcément très actif, mais en ce moment, Justement, moi, je trouve, on voit que c'est pas très actif dans le sens où on voit que les deux pays sont dans l'OTAN et pourtant ça n'empêche pas tout ce qui est en train d'arriver. Et la question de l'administration américaine, effectivement, elle est très intéressante. Il faut attendre un petit peu de voir ce que va faire l'administration Biden, parce que c'est vrai qu'Erdogan comptait beaucoup sur l'administration Trump, pas pour agir, mais justement pour fermer les yeux sur ce qui se passait en fait.
Donc là, il faut attendre un petit peu de voir comment il se positionne, s'il se positionne en tout cas. Mais c'est une inconnue. Alors, une question. On revient sur Lesbos. Alors, je ne sais pas, est-ce que Frontex Frontex a cessé son approche répressive depuis l'incendie du camp de Lesbos et qu'a dénoncé Jean Ziegler? Alors, Frontex, c'est un parti, c'est… Frontex, c'est l'agence européenne de surveillance des frontières. Donc, c'est des D'accord. gardes-côtes missionnés par l'Union européenne de plusieurs pays. Enfin, c'est des rotations, hein, donc ça tourne depuis 2004. Donc, ils existent depuis 2004. Et donc, ils sont présents à Lesbos. Effectivement, comme c'était une grosse voie de passage, il y a beaucoup de patrouilles de Frontex. Il y en a encore aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dans les camps, ils vont être présents, mais c'est pas Frontex, ça va s'appeler autrement. C'est l'EASO, qui est une administration qui fonctionne dans les camps de réfugiés. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis l'incendie du camp. Et au contraire, on a une grosse polémique à l'heure actuelle. Ça a plutôt empiré parce qu'on parle beaucoup de ce qu'on appelle les pushbacks. Donc, c'est les retours forcés de migrants qui arrivent en Grèce et qui seraient repoussés vers la Turquie. Donc, il y a eu quand même pas mal de documents qui ont prouvé que cette pratique était vraiment effectuée par Athènes, en l'occurrence des gardes-côtes grecs. Et donc, la Frontex est un peu embêtée parce que voilà, selon les témoignages divers et variés qui ont été relayés par la presse turque et internationale, Frontex n'a pas directement refoulé, mais en tout cas a pu voir qu'il y avait des refoulements et n'a pas agi. Donc aujourd'hui, on a le responsable de Frontex qui doit répondre à ces accusations et qui effectivement est dans une position assez délicate. Une autre question sur la fin. Alors, vu la fin de la période de combustible comme le pétrole ou le gaz, l'épuisement, pourquoi cette hâte entre les deux pays pour profiter du gaz naturel? Pourquoi Ouais, j'imagine qu'ils pensent encore pouvoir en tirer profit en tout cas, même si ça finit très prochainement. Là, oui, il y a vraiment. On ne sait pas du tout hein, quelles sont les réserves exploitables pour l'instant. Hein. On est juste des navires de recherche sismique, donc on est vraiment au stade des explorations. Mais malgré tout, il y a un emballement des deux côtés. Effectivement, hein, même si effectivement dans plusieurs décennies, ce sera plus une énergie trop convoitée. Là, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a l'idée de se faire de l'argent des deux côtés. alors, elles arrivent au fur et à mesure, ça arrive et il faut que j'ai le temps de les lire quand même. Alors, les médias français sont souvent très critiques vis-à-vis de la Turquie et du pouvoir turc, mais ne fallait-il pas favoriser l'intégration turque dans l'Union européenne au lieu de l'écarter pour des raisons culturelles et religieuses, comme cela a été promu par le gouvernement français et en premier lieu par le président Giscard d'Estaing? Voilà, alors ça, c'est des grosses questions auxquelles je n'ai pas forcément les réponses. Hein, mais oui, moi, je constate qu'effectivement, c'était aussi notre but à travers cet article, c'était aussi d'offrir le plus possible, en tout cas, quelque chose de pas, entre guillemets, anti-turc, parce qu'on a quand même des médias, on va dire les médias qui sont le plus proches du gouvernement, qui vont quand même être assez durs avec la Turquie, qui, voilà, fait des actions totalement illégitimes aussi de son côté. Voilà, il ne faut pas non plus prendre parti d'un côté ou d'un autre, mais notre idée, c'était de ne pas être contre la Turquie dès le départ et de qualifier nous-mêmes ces visées comme expansionnistes. Moi, je ne le dis pas. Les gens en Grèce me le disent, on relaie leurs paroles, mais c'est pour ça qu'on avait aussi la volonté d'interviewer en tout cas côté grec, des gens qui sont plutôt qui ont une relation particulière avec la Turquie, comme les musulmans de Thrace, pour équilibrer aussi un petit peu et montrer que c'est pas noir ou blanc. Et effectivement, dans le traitement médiatique de cette année, ça a été très, très marqué parce que Macron aussi est allié de la Grèce. Donc, de fait, les médias suivent aussi voilà, les déclarations. Si le gouvernement dit ça, on va relayer, le propos du gouvernement. Ce qui peut être effectivement, à un moment, ça pouvait être un peu trop contre la Turquie. Nous, ce n'était pas notre but. Et je ne sais plus quelle était la deuxième question. C'était sur l'intégration européenne. C'est Oui. compliqué parce que le processus d'adhésion de la Turquie qui dure depuis 2004,
Et à la fois, il y a une relation très particulière parce que le fait que ce processus d'adhésion existe a été rentable à un moment pour les deux parties, c'est-à-dire l'UE comme la Turquie, puisqu'il y a eu des intérêts économiques des deux côtés. Et finalement, côté turc, il y a eu un tournant. Est-ce qu'aujourd'hui, la population veut encore intégrer l'Union européenne? C'est une vraie question. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais je ne suis pas sûre qu'il y ait le même emballement aujourd'hui qu'en 2004, quand on a lancé la procédure avec la Turquie. Et finalement, est-ce que la finalité pour les deux entités, Grèce et UE, c'est pas d'avoir cette relation où il y a une procédure d'adhésion qui peut-être n'aboutira jamais, mais en tout cas, du coup, il y a des accords commerciaux qui en découlent. Alors, une autre question, alors une affirmation plutôt de Armand. Donc, la Turquie est obsédée par son indépendance nationale et cela passe notamment par son indépendance énergétique, difficilement réalisable soit-elle. Une des préoccupations des dirigeants turcs a depuis longtemps été de réduire leur dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Donc, c'est plus un complément. Oui. Et une autre question, quel accueil réserve la Grèce aux demandeurs d'asile politiques turcs, des opposants politiques d'Erdogan et souvent des Kurdes? Alors ça, c'est une question très intéressante sur laquelle j'avais travaillé l'année dernière. Donc, c'est des Kurdes et des gulenistes aussi. Alors, parce que les Kurdes venaient quand même depuis très longtemps en Grèce. Hein. Il y a une grosse communauté kurde à Athènes. Et donc récemment, on a eu beaucoup de gulenistes donc, qui étaient accusés d'avoir fomenté le coup d'État raté de 2016, qui sont arrivés, en tout cas vraiment proportionnellement à l'immigration turque de ces dernières années, c'était vraiment flagrant. Donc on les a vus arriver notamment à Thessalonique, la ville du Nord, et à Athènes. Et ils ont été au départ, en tout cas pendant l'année 2017, tout de suite acceptés. Ils ont eu le statut de réfugié politique très vite. Et il y a eu des tensions d'ailleurs qui en ont découlé, puisque Erdogan, évidemment, n'était pas content, a demandé à la Grèce d'arrêter d'héberger des terroristes, je cite ses propos. Et du coup, on a senti que les autorités grecques n'étaient pas très à l'aise non plus avec cette question. Et on a eu une nouvelle fois ces histoires de pushback, de retour forcé. Alors avec des gulenistes cette fois qui avaient eu lieu, je crois que c'était sous Syriza en 2019, qui avait fait une grosse polémique parce que c'était plus du tout le même accueil pour les réfugiés politiques turcs. Depuis cette date, 2019, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup moins de réfugiés politiques turcs qui passent par la Grèce en tout cas. Peut-être qu'ils vont ailleurs, mais en tout cas, depuis qu'il y a eu 2 ou 3 pushbacks vers la Turquie, ils ont arrêté de revenir parce qu'effectivement, c'était très dangereux, puisque quand on fait un retour forcé d'un Afghan vers la Turquie, c'est pas que c'est moins dangereux dans le sens où il va se retrouver dans un pays de transit et il ne va pas être emprisonné par les autorités afghanes si c'est un opposant politique. Alors que les gulenistes qui étaient repoussés côté turc, c'était les envoyer vraiment à un sort très très problématique. Donc voilà, ce qu'on peut dire, c'est que la communauté qui est arrivée entre 2017 et 2019 a été vraiment acceptée, intégrée. Et donc moi, j'en connais quand même beaucoup, alors beaucoup de Kurdes aussi. Pas seulement Kurdes, il y a aussi des universitaires, il y a des militants d'extrême gauche, il y a des opposants de certains groupes marxistes qui sont considérés comme des groupes politiques terroristes en Turquie. Et ils se sentent en sécurité quand même à Athènes, notamment, où il y a des poches où ils ont l'impression d'être en sécurité. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre intervention ou souhaitée? Quelqu'un qui veut sinon apporter un témoignage? Bon. Il n'y a plus de questions. Là, le fil s'est un petit peu épuisé. Moi, j'ai une question. Est-ce que je peux la poser en direct? Allez-y. Je voudrais savoir la position de la Grèce aujourd'hui au niveau politique. Est-ce qu'elle ne dépend pas complètement de l'Europe et malheureusement de sa situation économique? L'Europe, amène des subventions énormes à la Grèce, la soutient à bout de bras.
Est-ce que s'il n'y avait pas l'Europe aujourd'hui, est-ce que la Grèce pourrait tomber on pourrait retomber sur une dictature en Grèce? Est-ce que le pouvoir est très fragile finalement et surtout lié à l'UE finalement qui maintient une certaine forme de démocratie en Grèce? Je ne sais pas si j'étais assez clair, j'ai un peu. Merci. On n'aurait pas le même pouvoir en Grèce qu'en Turquie finalement s'il n'y avait pas l'Europe en Grèce. Voilà, c'est ça de simplifier. C'est difficile de faire cette projection parce que du coup, l'Europe est quand même très présente depuis longtemps. Voilà. Effectivement, la Grèce est très rattachée à l'Europe et même à la zone euro parce qu'on l'a vu ces dernières années. Voilà, où il y a eu tout un tas de soubresauts avec la Troïka, la crise de la dette. Il y avait la question d'un Grexit, mais finalement, bah, c'est pas en tout cas, dans les sondages, voilà, c'est pas quelque chose qui domine la sortie de la zone euro à l'heure actuelle. Peut-être qu'on peut en reparler dans quelques années. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, elle est dépendante des décisions politiques de l'Europe. Effectivement, elle peut pas. Quand il y a une menace qui vient de la Turquie, qu'elle considère comme une menace et qu'il y a un sommet européen, la Grèce va se satisfaire de l'Europe qui va donner des sanctions ou pas. Par exemple, on a eu un sommet européen en décembre et l'Europe a décidé de sanctions. Bon, la Grèce, là, n'était pas satisfaite parce que l'Europe a décidé de faire des sanctions à minima contre des dirigeants qui seraient impliqués dans les explorations sismiques, alors que la Grèce avait demandé carrément un embargo sur les armes à la Turquie, un embargo européen. Ça a été refusé par l'Europe. Effectivement, dans ces cas-là, la Grèce peut rien faire d'autre que d'accepter la décision des 27, enfin des 26, pour avancer. Elle ne peut pas faire sans l'Europe aujourd'hui, c'est sûr. Et si elle se retrouvait toute seule, alors bon, moi, je ne peux pas imaginer faire cette projection parce que voilà, c'est quand même une situation très compliquée. En tout cas, oui, elle est liée à l'Europe et de la même manière, l'Europe a soutenu la Grèce sur ce dossier. Encore une fois, à part l'Allemagne qui essaye d'apaiser un petit peu plus, les autres, enfin, l'Union européenne a pris parti pour la Grèce dès le départ. Mis à part l'Allemagne, quand même, qui a été très sévère en 2015 par rapport à la situation financière de la Grèce, Ah oui, qui a sur quand la même. crise de la dette, oui. Elle a été très sévère vis-à-vis de la population turque très importante en Allemagne. Elle a été obligée d'avoir au moins une posture très sévère, quoi. Elle l'a été vraiment parce que ça a été limite, elle a été vraiment très très limite jusqu'au bout des négociations quand même, hein. Donc La Grèce, avec la elle a Grèce, envoyé quand même elle a envoyé une image très dure vis-à-vis de la Grèce, et je pense que c'est lié aussi à sa relation avec la Turquie par rapport à sa population turque sur le sol allemand, quoi. il y a ça qui Ouais. joue et la relation gréco-allemande, elle est aussi très particulière, hein. C'est vraiment parce que la Grèce et l'Allemagne, c'est quelque chose de particulier. Il y a une diaspora grecque en Allemagne et les Allemands, par exemple, vont être parmi les premiers touristes en Grèce, les premiers investisseurs aussi. Ils ont un lien très particulier dont ils ne peuvent pas se défaire. Et effectivement, ils ont toujours eu cette relation qui n'est pas une relation très stable et parfois qui peut être houleuse. Mais en tout cas, ils ont besoin, entre guillemets, l'un de l'autre. C'est-à-dire, la perspective d'un Grexit, par exemple, pour l'Allemagne aurait été très négative. Et de la même manière, le départ des investisseurs allemands, est-ce que pour la Grèce, ce ne serait pas quelque chose de très néfaste? Voilà, ils ont une relation très particulière, en tout cas, les deux pays. Mais effectivement, il y a aussi la diaspora turque qui est présente en Allemagne, qui peut jouer dans les décisions. Alors ça, je ne sais pas dans quelle mesure, mais c'est peut-être un facteur, je ne sais pas. Alors, il y a, est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, il y a des progrès démocratiques en Turquie, surtout après le dernier changement de constitution qui a donné trop de pouvoir au président et détruit l'indépendance de la justice. Alors, je ne sais pas, là, c'est une affirmation, c'est plus ça finit pas donc, est-ce qu'il y a eu déjà un changement de constitution en Turquie récemment? Alors moi, comme je couvre plutôt la Grèce, je suis moins à même de dire s'il y a eu des évolutions démocratiques en Turquie ces dernières années. Voilà, bon, moi j'ai plutôt entendu parler de la répression sur les gulenistes et les militants d'extrême gauche qui sont arrivés en Grèce. Donc eux vont pas me dire effectivement que les droits démocratiques sont très développés. Mais moi, ça fait la dernière fois que j'ai pu me rendre en Turquie, c'était il y a 2 ans. Et je ne veux pas dire de bêtises sur ce qui est en train de se passer, et surtout à l'approche des élections. Donc je ne suis pas très à même de répondre à ça. Bon.
Et là, effectivement, donc la population turque d'Allemagne vote pour Erdogan aux dernières élections, vote beaucoup pour Erdogan aux dernières élections. C'est aussi une affirmation, plus qu'une question. Et donc, une remarque de Stelios qui dit que la Grèce était gouvernée par une dynastie bavaroise pendant plusieurs dizaines d'années. Oui. C'était à quelle époque? Othon. Au 19e siècle, Othon, qui était, je pense que c'était à la fin du 19e siècle. Très bien. La Grèce a beaucoup été sous tutelle, en tout cas, depuis son indépendance. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. S'il y avait une conclusion, éventuellement, Elisa veut conclure. Mais sinon, bah écoutez, je vous propose qu'on en reste là. Et Elisa. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pu répondre à vos interrogations. Donc, effectivement, je ne connais pas tous parce que c'est quand même un sujet très, très vaste. Donc, sur les questions russes ou bulgares, je suis un petit peu moins calée. Mais en tout cas, voilà, j'espère que l'article qu'on a voulu assez humain et objectif vous a plu et qu'il y en aura d'autres côté turc, par exemple. Donc, sinon, je vais en profiter pour vous inviter. Alors, c'est vrai que normalement, on le fait plutôt au début, parce qu'il y a un peu moins de monde maintenant, mais donc aux prochaines visioconférences des Amis du Monde diplomatique, et notamment celle de Rennes, qui aura lieu le 23 février, concernant l'article de Fanny Pichot, concernant les déboires de Bolloré au Cameroun. Et nous aurons aussi début mars une intervention de Philippe Descamps sur son article sur le Monténégro. Voilà. Écoutez, je vous remercie et merci beaucoup à Elisa. Merci pour l'organisation. Et merci pour aussi les dessins que j'ai trouvé très, très, très bien, les photos. Et puis, nous serions très heureux de vous accueillir à Rennes pour un prochain article consacré. Avec plaisir. On va essayer. Merci. Et merci, puis bon couvre-feu à tout le monde. Bon courage. Merci à tout le monde pour sa participation. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, si vous êtes amis du monde diplomatique, n'oubliez pas, ou si vous n'y êtes pas, d'adhérer pour qu'on puisse continuer à faire aussi des conférences, normalement en public ou en visioconférence. C'est aussi un moyen de continuer à suivre les pas du monde diplomatique. Merci beaucoup à tous et Merci. bonsoir. Bonsoir. Merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Il y a Marianne qui reste. Ça porte sur un jeu. Je pense que c'est important de faire et je serai positive à faire vacciner le petit. Si ça va, si je peux me permettre. Je regarde. Effectivement, c'est beaucoup. Tu peux mettre.